Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé local du jeudi 25 avril. Pour nous soutenir, n'hésitez pas dès maintenant à commenter, liker et partager ce journal. Voici les titres. Événement. La 15e édition du Salon du Vin s'est tenue à Mende. Il est labellisé depuis 2018 pour organiser le concours des vins d'Occitanie. 20 personnes de différents milieux ont constitué les membres du jury pour décerner un prix au meilleur vin. Agriculture. Le concours Miss laitière pour élire les meilleures vaches laitières s'est tenu à Aumont-Aubrac. Les 5 races présentes sur le département sont l'Abondance, la Brune, la Montbéliarde, la Primolstein et la Simmental. Prévention. Très présente dans les régions boisées et humides, la tique inquiète les promeneurs. En effet, une tique sur 5 est porteuse de la Borrelia, la bactérie à l'origine de la maladie de Lyme. Je vous rappelle que vous êtes bien sur le JT Lozère. Organisé par l'association mondoise Les Sarmentelles, le Salon du Vin a accueilli pour cette 15e édition des producteurs et des vignerons qui ont partagé leur passion et leurs produits. Les 800 visiteurs présents sur le salon ont aussi pu rencontrer une œnologue qui a su apporter des conseils pour apprendre à apprécier, déguster et découvrir le vin. Un reportage d'Éric Michel. On est venu en famille pour passer un bon moment et déguster les vins de la maison Pagési. Voilà. On a passé un super moment, on a pu déguster différents cépages, différentes couleurs de vin. Alors une gamme de vins très atypique avec des vieux cépages, de l'Uni blanc et du Grenache blanc, un 100% viognier, 2 rosés très très légers pour l'été et 3 vins rouges, un léger, un petit peu plus corsé et un fût de chêne à la mode chez nous dans les Côtes-du-Rhône. Le top du vin, c'est quand on a un équilibre entre ce qu'on goûte dans le vin et le plat qu'on en accorde, mais il ne faut pas que le vin domine le plat, ni que le plat tue le vin. Et l'idéal, c'est quand on a ce va-et-vient, en fait, on prend une bouchée, on a du plaisir, on reprend une gorgée, on a encore du plaisir, on reprend un peu de plat, et ce va-et-vient entre 2 plaisirs différents mais qui s'accordent, c'est la réussite d'un bon repas, d'une amitié, des gens avec qui on est, et voilà, le bonheur tout simple. Le saviez-vous, les cépages ensoleillés d'Occitanie sont élevés sur la plus grande surface viticole au monde. À l'initiative des bénévoles de l'association Les Sarmentelles, le 15e Salon du vin et du terroir s'est déroulé à Mende les 20 et 21 avril dernier. Un salon qui se veut tout public et convivial, muni de l'outil indispensable, un verre de dégustation disponible à l'entrée, 6 stands de producteurs lozériens et une vingtaine de vignerons indépendants ont accueilli les visiteurs en direct, chacun avec ses mots à raconter son vin, son métier, son histoire. Lorsqu'on veut vraiment déguster un vin, ça veut dire qu'on a aussi organisé un repas qui va être conforme un petit peu à ce que l'on va avoir dans le verre. Mais le vin, ça se prépare aussi. C'est pas parce qu'on achète un très bon vin qu'il sera bon dans le verre. Il va falloir peut-être le décanter ou le carafer. Il y a une nuance assez évidente là-dessus. Et ensuite, il va falloir peut-être le préparer par une mise à température, le laisser se reposer, peut-être un jour ou deux debout. C'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte. Si à présent les vins d'Occitanie sont reconnus, cela est dû à un travail acharné pour faire découvrir ces productions qui autrefois étaient sous-estimées. On est certainement la région montante, c'est-à-dire qu'on a une variété de terroirs et une variété de vignerons avec des vignerons qui ont une histoire et un passé et des traditions, mais qui ont une vision de l'avenir et une vision du futur complètement ouverte. Des gens très motivés qui sont prêts à essayer, qui sont prêts à expérimenter. Un salon qui se veut également pédagogique. L'œnologue Bénédicte Gobet a animé des ateliers d'initiation et de sensibilisation aux 7 grandes familles qui composent les arômes du vin. Et la rigueur, quand on est dans un concours, elle est essentielle. Donc Bénédicte, elle fait partie de ces gens qui savent présenter un vin tout en étant exigeants à l'arrière. En plus, elle est issue d'un monde de viticulteurs et c'est quelqu'un de très inattendu parce que, par exemple, moi, le Marcelin, c'est un cépage assez récent. Il est né à l'INRA dans les années 60-61. C'est un cépage hybride, voilà. Je l'avais un peu sur le côté et j'ai été invité à faire une dégustation chez elle, dans son domaine. Et là, on a fait des appréciations par ce qu'on appelle donc des verticales dans le métier, c'est-à-dire c'est le même cépage, mais à différentes années, on évalue. Et là, j'ai compris l'intérêt justement des verticales sur un cépage. Et c'est comme ça que j'ai aimé le Marcelin. Et aujourd'hui, il fait partie de mes cépages préférés. Déguster un vin requiert presque un cérémonial afin d'en faire découvrir toutes les finesses. Allier la justesse à une table équilibrée, c'est la promesse d'une évasion souvent insoupçonnée.
Alors la première ficelle à tirer, c'est de se faire confiance. Alors du coup, au début, on a senti les odeurs des arômes un par un. Là, c'était quand même, on a quand même réussi à les trouver et après, on combine 2 arômes ensemble. Et là, c'est plus difficile. Soit il y a un arôme qui prend le dessus sur l'autre, donc on arrive à en trouver un, mais pas le deuxième. Soit, voilà. Plus on combine d'arômes et plus c'est difficile d'identifier chacun d'entre eux. On a même fait 3 à un moment donné. 3, c'est encore un autre niveau, quoi. En fait, c'est ça. C'est que chaque personne est capable de déguster un vin, chaque personne est capable d'identifier des arômes dans un vin, mais il faut se faire confiance. Souvent, c'est parce qu'on n'ose pas, qu'on ne se lance pas. Mais en fait, si on vous accompagne et qu'on vous permet de découvrir les arômes séparément, on s'aperçoit qu'on les reconnaît. Et puis après, plus on s'entraîne à les reconnaître dans la vie de tous les jours. Alors là, je le fais sur des arômes spécifiques pour apprendre le vin. Mais en faisant votre marché, vous sentez les fruits, vous sentez les fleurs. Quand vous faites le jardin, vous coupez de l'herbe, vous sentez les odeurs. En vous formant à vos odeurs, au quotidien, en ouvrant un yaourt, plus on se forme, plus on mémorise les odeurs, plus c'est facile dans un vin de pouvoir identifier l'aromatique. Et en fait, plus on peut travailler l'aromatique d'un vin, plus on se fait plaisir en le dégustant. Et c'est quand même le but du jeu, c'est qu'un vin, c'est fait pour se faire plaisir. Le Sud-Lozère possède elle aussi quelques productions viticoles. En effet, depuis une vingtaine d'années et la volonté des élus de la région, une opération pour relancer la culture de la vigne et du vin en Lozère a été initiée. Aujourd'hui, la Lozère est un grand regain de production puisque je crois qu'on est à quasiment 12 domaines implantés en Lozère. Le premier, c'est Sylvain Gachet. C'était le domaine qui s'est ouvert notamment sur Ispagnac, toute cette zone-là. Donc un vin de très bonne qualité et en plus avec une particularité, c'est qu'il y avait une production sur des sols de schiste, ce qui est assez exceptionnel en Lozère. Deuxième domaine qui est arrivé, c'est Elisabeth Boyer et Bertrand. Donc eux, ils étaient sur Blajoux. Ils font cave commune avec Sylvain Gachet sur Ispagnac, mais on a des vins ici qui sont sur de l'éboulis calcaire. Donc on va avoir des vins avec un peu plus de puissance, un peu plus de force. Mais tout ça, c'est quand même intéressant. Et après, on a d'autres vins, notamment sur le coin de Villefort, sur les vignes notamment maintenant. Voilà. Donc c'est assez disparate. Y compris sur la partie cévenole, on a ici des retours à des vins anciens, des cépages oubliés, qui ont été en fait oubliés parce qu'ils ont été interdits une partie de leur vie. Et aujourd'hui, il y a eu un déblocage sur ces cépages-là, qui sont des cépages de conservatoire. Et donc, effectivement, ça produit des vins qui nous surprennent un peu, parce qu'ils sont très épais, très compacts, et pas forcément dans la saveur que l'on attend de ces vins. Mais tout ça, c'est affiné. Il va falloir évoluer avec ces vins-là. De par le sérieux de l'association, le salon est officiellement accrédité pour organiser le 13e concours des vins d'Occitanie. Il s'inscrit dans la liste des concours officiels des vins de France. Mende a la particularité, c'est que depuis 2018, nous avons fait labelliser notre concours. Donc c'est un concours des vins qui est officiel. Effectivement, cet après-midi, moi je serai pris avec une autre vingtaine de personnes. On aura des journalistes, on aura des professionnels du vin, mais on aura également des amateurs. Et le concours considère uniquement les vins rouges en bouteille. On a 3 familles. La famille des IGP-VDP, les 2022-2023. Deuxième famille AOP-AOC 2022-2023. Et puis la troisième famille, la plus prisée, les VM, les vieux millésimes, c'est 2021, 2020, 2019, 2018, où là déjà il faut avoir une certaine connaissance des terroirs, parce que la région Occitanie, aujourd'hui, on va jusqu'en enveloppe également Cahors, toute cette zone-là. Donc vous imaginez depuis les Costières de Nîmes jusque là-bas, on a une diversité de saveurs extraordinaires et de terroirs extraordinaires. Il n'y a pas que les Fougères, il n'y a pas que les Pics Saint-Loup. Il y a également plein d'autres choses à découvrir. Voilà. Et ce ne sont pas moins de 85 vins qui sont en lice pour décrocher le précieux macaron. Parce que le concours, c'est très important. Bon, les macarons qu'on va distribuer sont quand même très convoités. Et ils sont une assurance de qualité de vin. Les gens, ils attendent un peu ceci parce qu'ils savent que les vins primés à Mende le seront forcément à Montpellier, à Mâcon, ou etc. En général, on ouvre le bal. On est sur des vins moins connus que d'autres régions viticoles et pourtant on est sur des vins d'exception avec vraiment une volonté humaine de se faire connaître parce qu'on a vraiment des vins de très grande qualité et qui restent à des prix très abordables. C'est aussi une de nos forces, c'est que voilà, on est sur des vins qui sont sur des rapports qualité-prix extrêmement intéressants. On est vraiment la région de l'avenir du vin.
Derrière le vin, il y a toujours un homme, une femme, et il faut aller rencontrer ces gens-là pour comprendre pourquoi ils ont fait ces assemblages ou ces productions. Et c'est comme ça qu'on va mieux présenter son vin. Moi, j'aime beaucoup les zones qu'on a un petit peu oubliées. Regardez, aujourd'hui, tout le monde connaît les Pic Saint-Loup. Bon, c'est très bon. Mais il y a une baisse de gamme sur certains points du Pic Saint-Loup. Alors que juste à côté, vous avez les terres de Sommières qui étaient complètement oubliées et qui se révèlent extraordinaires. Au cours de ce week-end, ce ne sont pas moins de 800 personnes qui seront venues à la rencontre des professionnels et qui auront suivi les ateliers salés-sucrés et dégustations animées par les lauréats du concours Étoile de Lozère. Ces vins-là, on les connaît très peu. Les gens, ils achetaient du Cahors parce qu'il y avait écrit Cahors dessus comme on achetait du Bordeaux. Les Cahors, il faut savoir, il y a une règle de dégustation. On déguste les Cahors quand ils ont 1 an ou 2 ans. Après, on ne les touche plus, on n'a plus le droit de les toucher. Il faut attendre qu'ils aient 6 ans. Voilà, c'est où on prend un Cahors et on est sur du fruit, de la saveur, c'est le Malbec. Ou alors on attend qu'ils vieillissent et là, on va se rapprocher des saveurs, des Cabernet Franc, des choses comme ça. Donc, c'est un peu cette connaissance-là qu'au travers de l'association, on voudrait vulgariser, populariser pour que les gens comprennent mieux qu'on peut avoir une cave à petits moyens, quelque chose qui est très intéressant et puis on prend du plaisir à organiser sa cave. Voilà, c'est tout ça que je voudrais partager avec les gens. L'occasion d'une belle promenade à travers la France viticole, aux accents aussi divers que les hommes sont différents et les vins variés. Samedi 20 avril, la filière laitière était à l'honneur sous la halle d'Aumont-Aubrac, avec son traditionnel concours des Miss laitières. Durant toute une journée, les meilleures vaches des 5 races laitières qui sont présentes sur le département ont défilé pour élire les plus représentatives d'entre elles. Un reportage de Marion Guibaudot. Samedi 20 avril, les races laitières du département ont défilé sous la grande halle d'Aumont-Aubrac pour le concours annuel des Miss laitières. Regroupant les 5 races présentes en Lozère, cet événement permet de mettre en lumière les qualités laitières des animaux en compétition et de valoriser les élevages locaux. C'est Andrés GP du GAEC PIC qui cette année a remporté la distinction ultime, le prix de Miss Suprême 2024. Malgré le froid mordant, les Brunes, Simmental, Primolstein, Abondance et Montbéliard ont donc participé à cette journée sous l'œil attentif d'un public venu nombreux pour soutenir amis et collègues. Mais la partie qui a remporté le plus franc succès s'est déroulée le matin, le concours des jeunes meneurs. Âgés de 4 ans pour les plus jeunes et d'adolescents et jeunes adultes pour les plus expérimentés, ce concours permet aux plus jeunes d'imiter les plus grands en conduisant des génissons sur le ring. Notés par un juge, tout comme les grands, ils apprennent ici à mener un animal selon les critères des concours en général. Et au vu des sourires sur les visages à la sortie du ring, la plupart sont déjà prêts à retenter l'expérience. Nouveauté cette année, le concours des jeunes meneurs a accueilli une section de Simmental pour la première fois, avec 6 jeunes accompagnés de leurs petites vaches. Cet événement est aussi l'occasion de rappeler l'importance de la filière laitière, à la fois pour le département et dans l'Hexagone, puisque des présentations des races ont eu lieu par les syndicats avant que les sections ne commencent. Dans le sujet suivant, nous parlerons de ce petit parasite qui vit dans les forêts, dans les herbes hautes et dans les espaces verts et qui est tant redouté par les promeneurs, la tique. En effet, cet acarien peut transmettre la maladie de Lyme. En cas de morsure, il est impératif de la retirer au plus vite et si vous constatez une rougeur ou si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander un avis médical. Un reportage d'Éric Michel. Donc il y a des tiques, il y a une capacité de résistance au gel et au mauvais temps d'une manière générale qui est difficile à comprendre tellement c'est possible. Certaines tiques ont une caractéristique, pas toutes les tiques. On parle surtout de l'Ixode d'Amini. C'est pour ça qu'on aime bien pouvoir identifier la tique, parce que ça permet d'avoir une autre orientation et de faire d'autres recherches. Mais lorsque cette tique elle est malmenée, lorsqu'elle a un trouble digestif quelconque, ou lorsqu'elle est méchante, elle régurgite le sang qu'elle a déjà absorbé. Et c'est en régurgitant ce sang qu'elle peut distribuer un parasite qui se développe exclusivement dans son intestin à elle. C'est le cas de la maladie de Lyme. Avec l'arrivée des beaux jours, un fléau ressurgit, un parasite qui est la hantise des promeneurs et de leurs compagnons à 4 pattes, la tique. Alors chez les chiens à poil ras, le problème est simple, c'est très facile à localiser. Chez les chiens à poil long, c'est beaucoup plus difficile. Dans ces cas-là, je conseille aux gens, surtout cet hiver, et les hivers précédents aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont été doux, il y a beaucoup de parasites,
Et ces parasites-là, ils cherchent qu'une chose au printemps, c'est de se reproduire et donc de prendre des repas sur les animaux. Les saisons humides et tempérées sont cruciales pour que la tique, qui est un acarien, puisse se reproduire et se développer. Et justement, de par les conditions climatiques de la Lozère, cette période s'étend du printemps à l'automne. S'il en existe une quarantaine de variétés, 4 d'entre elles nous concernent particulièrement. Elles ont chacune une cible privilégiée. Sont concernés les animaux à sang chaud comme nos chiens, sans omettre les hommes qui eux se font piquer par erreur de casting. Si effectivement on découvre la présence d'une borréliose ou quelque chose qui laisse supposer qu'il y a une borréliose, on propose un traitement, mais il faut le proposer relativement rapidement. C'est un traitement antibiotique et qui doit être pris pendant plusieurs semaines. L'activité des tiques engendre le risque de transmission d'organismes provoquant la pyroplasmose chez le chien ou des agents pathogènes dont celui responsable de la maladie de Lyme chez l'homme. Elles sont présentes dans la végétation, perchées à quelques dizaines de centimètres de hauteur. Elles y attendent patiemment l'occasion de s'accrocher à leur hôte. On peut dénombrer jusqu'à 120 individus par mètre carré dans les zones infestées. On est venu parce qu'elle a une petite tique derrière l'oreille. Et en fait, si vous voulez, elle s'était déjà grattée, battue avec un chat. Et par-dessus la croûte, il y avait une petite tique au-dessus qui grossissait. Et on n'arrivait pas à la voir avec le sang et tout. Donc là, on est allé la mener, le vétérinaire lui a enlevé et il nous donne un traitement. Un danger pour les chiens, rien d'étonnant puisque nos compagnons à 4 pattes préfèrent explorer les environs plutôt que de rester sur les chemins balisés. Il faut savoir que les tiques sont repérables, elles ne sont pas toutes de grosse taille. Il y a des petites tiques qu'on appelle des plombs qui font 2-3 mm et qui sont difficiles à localiser. Mais il faut passer son chien au peigne fin, le regarder de près et enlever les tiques. Pas forcément à la pince à épiler parce que c'est une erreur, ni avec les doigts, mais avec un petit crochet qui permet de les retirer sans laisser le rostre dans la peau. Le cycle de vie de la tique se décompose en plusieurs stades. La femelle adulte pond jusqu'à 3000 œufs au cours de son existence. De larves devenues nymphes, des microtiques de quelques millimètres, et à mesure qu'elle se nourrit du sang de ses hôtes, elle mue. Adulte, la femelle a la taille d'un petit pois et ressemble à un grain de ricin. Elle va se fixer sur la peau pendant un certain nombre de jours, souvent jusqu'à ce qu'elle prenne plusieurs repas, et elle peut transmettre à cette occasion des maladies. Alors la maladie évidemment la plus connue chez le chien, c'est la pyroplasmose, une maladie qui est très grave, qui atteint le système sanguin en faisant éclater les globules rouges, donc ça crée une anémie, une fièvre importante, donc le chien est abattu au bout de 48 heures environ. Et ensuite, il risque d'avoir des urines très foncées. C'est souvent ce que les gens remarquent. Et puis ensuite, si on ne fait rien, évidemment, précipiter vers la mort. À part ça, on peut attraper la maladie de Lyme. Dans les cas typiques, il y a une réaction un peu plus générale au bout de 8 jours. C'est le fameux érythème migrant, des plaques rouges qui se déplacent sur le corps, en dehors de l'endroit où ça a été piqué, où ça a été mordu. L'érythème migrant, c'est tout à fait typique de la maladie de Lyme. Ça prouve que la tique a réussi à inoculer quelque chose à l'individu. Vous l'aurez compris, les tiques sont vectrices de maladies dangereuses pour nos compagnons et nous-mêmes. On peut aussi attendre quelques semaines de plus et voir apparaître une crise de rhumatisme, parfois très aiguë, avec des gros genoux, des gros poignets, etc. Et des gens qui ont suffisamment mal pour ne plus pouvoir bouger. C'est rare, mais ça appartient à la symptomatologie classique de l'infestation par la maladie de Lyme ou par d'autres parasites. La tique est un vecteur, uniquement un vecteur. C'est un hématophage qui mord pour pomper du sang. Tant qu'elle pompe du sang, ça peut démanger, ça peut créer des toutes petites infections locales parce qu'elle ne sait pas forcément laver les dents, mais ça ne va pas plus loin. La maladie de Lyme tire son nom de la ville de Lyme, située aux États-Unis, dans l'État du Connecticut, où elle a été signalée et identifiée pour la première fois dans les années 1970. En France, la borréliose est apparue pour la première fois en Auvergne dans les années 80. Mais c'est là qu'on a découvert qu'il y avait aussi ces fameuses tiques, l'Ixode d'Aminé. Et puis petit à petit, on a vu l'Ixode se rapprocher de chez nous. Et
curieusement, en France, elle est apparue en Auvergne. Et donc, on a été touchés. Moi, mes premiers cas de maladie de Lyme, je les ai vus en 84. La prévention est la meilleure des défenses. Pour votre animal, l'idéal est d'inspecter le pelage après chaque promenade. Si une tique s'est déjà accrochée à la peau, retirez-la immédiatement au moyen d'un tire-tique, une sorte de petit pied de biche. Attention, ne jamais arracher la tique, mais la faire pivoter. Il existe également des produits qui agissent en amont. Donc là, il faut traiter, c'est-à-dire prévenir la maladie avec des acaricides, des insecticides, et donc administrer au chien soit des comprimés qui agissent par voie sanguine, donc qui empoisonnent la tique au moment où elle va piquer l'animal, soit un spot-on, c'est-à-dire déverser une petite fiole de produits acaricides sur la peau du chien et qui fait une sorte de buvard et empêche les tiques de rester sur place. Chez l'homme, la médecine ne possède que des moyens limités pour lutter contre les maladies transmises par la tique. Il n'y a aucune certitude de se débarrasser du parasite en question. Le parasite en question, c'est une Borrelia, Borrelia burgdorferi. Les borrélioses sont des parasitoses très spéciales. Ça résiste à tout, absolument à tout. On n'a pas d'antibiotiques efficaces. On imagine qu'on limite les dégâts ou qu'on l'empêche de se reproduire, mais en fait, c'est très très loin d'être sûr. La preuve, c'est que quand quelqu'un est positif à la maladie de Lyme, très souvent, on retrouve le parasite 40 ans après. En Lozère, en raison du déplacement de certains grands animaux, notamment avec les transhumances, certaines zones sont identifiées comme étant sujettes aux tiques porteuses de maladies. Alors la tique, toutes les tiques ne sont pas porteuses de cette maladie, évidemment. Il y a des endroits fétiches en Lozère qui, si vous y allez, vous êtes sûr de ramener et les tiques et la pyroplasmose. Ça, il faut le savoir. Après, d'une manière générale, la tique, elle transmet la maladie si elle reste sur la peau du chien plus de 48 heures. C'est à ce moment qu'elle injecte la salive qui est contaminée et qui va donc occasionner la pyroplasmose chez l'animal. La meilleure des préventions est de vous protéger contre les morsures de tiques. Pour cela, évitez les hautes herbes et les sous-bois, utilisez un répulsif contre les insectes et portez des vêtements à manches longues qui ferment bien et des pantalons. Optez pour des vêtements clairs où les tiques seront plus visibles. Après chaque promenade et activité en plein air, inspectez soigneusement votre corps et celui de vos enfants à la recherche d'éventuelles tiques. En cas de morsure, le risque de transmission est réduit si l'on retire rapidement la coupable. En cas de morsure prolongée dans le temps, faire une photo de la tique en vue d'une identification ultérieure. Elle a un dos nacré, à peu près de la couleur de l'ongle, et elle a une forme trapézoïdale. Alors, si malgré toutes les précautions, l'animal vous semble pas très en forme quelques jours après avoir été promené, il faut bien sûr prendre la température. Souvent, ça occasionne une forte fièvre, au-delà de 39,5, 40. La température normale d'un chien, c'est 38,5. Et le chien rechigne à sortir de la niche, s'il en a une, il rechigne à avancer, à promener. Et si on regarde de près, il peut avoir donc les urines dont je parlais tout à l'heure, qui ressemblent un petit peu à du café dilué. Ça, c'est signe de la maladie à tous les coups. Et là, il faut vraiment l'amener de suite à la consultation pour traiter efficacement avec un produit qui est très très efficace et qui se fait en 1 ou 2 injections au bout de 48 heures. Pyroplasmose, c'est un petit parasite qui ressemble à une poire et qui est visible, non pas à l'œil nu, mais au microscope, dans les globules rouges. Il se niche dans les globules rouges et c'est très facile à mettre en évidence quand on a un microscope et l'appareillage adéquat pour le mettre en évidence et faire le diagnostic surtout. Les êtres humains qui se font mordre par d'autres tiques, alors là, il y en a autant qu'on veut. Il suffit de se promener dans un champ et on en ramasse plein les jambes, plein les bras, plein les mains. Et on les ramasse vraiment. Et certaines même s'installent et vous pompent votre sang pendant 3 jours, quand même. Auquel cas, elles grossissent beaucoup jusqu'à devenir un gros grain de raisin. Mais ça, ce sont des ricinus. Les ricinus, c'est pas l'Ixododamini. C'est la petite tique typique, classique de chez nous, la tique européenne, qu'on trouve partout. On retrouve des tiques jusqu'à 2000 mètres d'altitude et elles peuvent vivre au-delà de 5 ans. Fort heureusement, elles ont aussi leurs prédateurs. Pour l'api, ici à l'image, c'est un succulent repas.
Les petits rongeurs, les passereaux, les merles, les poulets, les poussins en raffolent. Ils sont les régulateurs indirects de la tique. Je vous rappelle que vous êtes bien sur le JT. Je vous propose de découvrir maintenant les brèves de l'actualité en Lozère. Décidément, le sous-sol lozérien réserve bien des mystères. En bordure de la D901 au kilomètre 48, cela ne s'invente pas, un trou de 2 mètres de long sur environ 1 mètre de large, débouchant sur une cavité, est en cours de formation, et ce depuis quelques semaines. Est-ce une nouvelle grotte qui va être découverte, précisément entre Châdonnay et Sainte-Hélène? Des investigations sont en cours. Question sécurité pour le moment. La circulation est restreinte à une voie par mesure de précaution. Favoriser le business et les rencontres entre professionnels de Lozère, c'est la nouvelle grande idée lancée par l'équipe de la CCI Lozère. Ce sera le 25 juin prochain à l'espace événement Georges Frêche et sous le titre évocateur, les rencontres d'affaires, des rencontres à faire, que vont se speed dater une trentaine d'entreprises et leurs clients potentiels. Le principe est simple, les visiteurs professionnels, institutionnels ou privés, les associations viennent à la rencontre des entreprises fournisseurs de tous secteurs confondus, du BTP, de l'industrie, de l'agriculture ou encore des services, en s'inscrivant au préalable sur la plateforme dédiée via un QR code. Ainsi, des rendez-vous intersectoriels de 15 minutes sous la forme B2B, business to business, seront ainsi calés afin de développer le business, acheter, vendre, faire du sourcing, renforcer votre réseau professionnel et favoriser le développement de l'économie locale. Cette première édition des rencontres se veut résolument tournée vers l'avenir, avec des conférences sur l'intelligence artificielle et ses applications dans l'entreprise, avec des usages qui se veulent simples, mais ça sera aussi l'occasion d'aborder la thématique sensible de la cybersécurité. Enfin, des ateliers numériques seront animés par des coachs du géant Google. Transport aérien vers Paris pour des questions économiques. La compagnie aérienne TwinJet a dénoncé la délégation de service public qu'il a liée au syndicat mixte de gestion de l'aérodrome du Puy-en-Velay. Suite donc à l'arrêt temporaire de la ligne aérienne, la ville de Mende et les transports Hugon mettent en place une solution alternative d'une navette en direction de l'Aveyron avec des départs depuis l'aéroport de Rodez à destination de Paris-Orly et ce avec la compagnie aérienne Amelia. Cette navette permet de maintenir un service similaire avec la possibilité d'effectuer des trajets aller-retour à Paris dans la journée. Des arrêts pourront être réalisés au besoin dans certaines communes afin de récupérer les usagers, comme à Banassac ou à Chanac par exemple. Toutefois, cette solution implique une réservation en 2 temps. La navette Mende-Rodez devra être directement réservée auprès d'Hugon Tourisme. Le prix aller-retour est de 45 €. Le vol, quant à lui, est à réserver directement auprès de la compagnie Amelia. Les vols sont assurés par un jet Embraer 145, un bimoteur, qui offre une capacité de 49 sièges. Les réservations et les horaires des vols sur flyamelia.com. Les passagers devraient retrouver la possibilité d'un départ du Puy-en-Velay dès septembre prochain. À la surprise générale, le grand lac de Nosac est rempli à plus de 80% à ce jour. Nous devons cette bonne nouvelle aux chutes de neige et aux précipitations abondantes de ces derniers mois. Et ce n'était pas gagné à la fin de l'été. Le lac était au plus bas, frôlant péniblement les 20% de remplissage. Au cours de ces 4 dernières semaines, le niveau du lac s'est élevé de 6 mètres pour un volume de 148,43 millions de mètres cubes. La vocation de l'ouvrage est de lâcher de l'eau en période d'étiage pour maintenir un débit minimum dans la Loire et dans l'Allier afin de satisfaire les différents usages de l'eau. Le soutien de l'étiage étant donc suspendu, le débit sortant est de ce fait à 0%, ce qui permet d'envisager une période estivale sereine et profiter pleinement des activités retrouvées du Grand Lac de Nosac. Les fléchettes, vous connaissez ? Eh bien, ils seront 24 équipes de 4 joueurs à se défier pendant la Coupe de Lozère de fléchettes électroniques. La compétition organisée par l'association Gévaudarts The Club Lozère se déroulera les 27 et 28 avril prochains à l'Antirouille de Mende. Après une série de poules qui débuteront vers 10h ce samedi, les éliminations se feront en suivant et notamment par double KO cumulé au cours des parties. Le dimanche sera quant à lui consacré aux parties plus musclées jusqu'au sacre des meilleurs qui remporteront le trophée Triple 16 2024, comprenez 48.
Et si vous êtes intéressé, c'est une compétition populaire qui est ouverte à tous et il reste encore quelques places disponibles. Branle-bas de combat chez les motards. Depuis le 15 avril, le contrôle technique est devenu obligatoire suite à une directive européenne. Cependant, sa mise en œuvre sera progressive et sera effective selon un calendrier qui varie en fonction de la date de la première mise en circulation du véhicule. Pour tous les 2-3 roues catégorielles, voitures sans permis, quad, buggy, dont la carte grise est antérieure à avril 2017, la date limite au passage du contrôle est fixée au 14 août 2024. Les motards sont inquiets. En effet, si les centres de contrôle ont été formés, manœuvrer une moto en équilibre et pesant parfois jusqu'à 200 kg est potentiellement source de chute de l'engin. Du côté des professionnels, il leur aura fallu également compléter leur équipement spécifique en vue de réaliser ces nouvelles missions. Si dans un premier temps, le contrôle sera essentiellement orienté vers la sécurité et portera sur les organes de direction, l'éclairage et les pneumatiques, la suspension mais aussi les éléments d'identification, dans un deuxième temps, les points de contrôle seront élargis. Pour mémoire, dans le domaine de l'automobile, ce ne sont pas moins de 136 points qui sont vérifiés. D'un coût de 75 € en moyenne, le sésame est valable 3 ans. Ne sont pas concernés les véhicules de collection mis en circulation avant 1960, les motos de compétition, enduro ou trial, et dont le propriétaire a une licence de la Fédération française de motocyclisme. En cas de manquement, il vous en coûtera une amende de 135 €. Opération Compost 2024. La communauté de communes Aubrac, Lot, Causse et Tarn lance une opération visant à promouvoir la pratique du compostage. Une pratique naturelle, simple et accessible à tous et qui permet de transformer nos déchets de cuisine et de jardin en un riche amendement organique pour nos sols. L'ESAT de Saint-Chély-d'Apcher s'est également engagé auprès de la Comcom avec la fabrication de composteurs pratiques, durables. Ils sont non traités et fabriqués en Douglas, issus des proches environs. Pour toute information, obtenir votre composteur, veuillez contacter l'adresse qui s'affiche ci-dessous. La communauté de communes espère que cette initiative encouragera les habitants à s'impliquer activement dans la pratique du compostage et à adopter des comportements favorables à l'environnement au quotidien. Une action qui contribue à la biodiversité et favorise une gestion responsable des ressources. Mardi 23 et mercredi 24 avril, la MSA Languedoc a accueilli les trophées Prévention Jeune à Mende. 3 classes de Lozère ont fini sur la première, seconde et quatrième marche du podium. Ce trophée, qui existe depuis 30 ans, permet aux élèves en filière agricole de travailler sur la santé et la sécurité au travail à travers de projets éducatifs auxquels ils réfléchissent dès le début de l'année, en équipe. Organisé tous les ans au niveau local par les caisses de la MSA, ce trophée permet d'intégrer la prévention des risques professionnels dans la formation scolaire initiale des jeunes. Grâce au trophée Prévention Jeune, la MSA implique de manière originale et constructive ses futurs professionnels et sensibilise enseignants et chefs d'établissements scolaires agricoles à l'intégration de la prévention dans leurs projets pédagogiques. 17 équipes, de la 4e à la terminale, se sont donc affrontées devant un jury pour départager les projets finalistes déclinés en exposés, photos, affiches, CD-ROM, jeux, sketchs, montage vidéo, réalisation de prototypes. Le jury est composé de professionnels en prévention des risques professionnels et récompense les meilleurs projets par des prix allant de 800 à 2000 €. Qui se soucie encore des hommes et de la terre? Le festin des loups, le cri d'alarme d'un maire rural et le dernier livre d'Olivier Morin. Il est éleveur de brebis en Lozère, père de famille et maire de Prévenchères et président de l'IGP Elovel. Il prend la parole au nom des milliers de sans-voix des territoires ruraux. C'est un livre témoignage pour cet éleveur engagé pour la défense de sa profession face à la prédation lupine et aux aberrations idéologiques actuelles. Les éleveurs et bergers sont incapables de défendre leur métier. Olivier Morin ne se résigne pas face à la menace grandissante. Il livre ici ce qu'est sa vie et celle de ses pairs. Il propose également des solutions concrètes pour une coexistence prospère des mondes sauvages, agricoles et citadins. Le Festin des loups est un cri d'alarme qui plaide en faveur d'une revitalisation de nos terroirs fondée sur la qualité des savoir-faire et de l'équilibre entre activité humaine et respect de l'environnement. L'auteur est actuellement en dédicace en Lozère. Le prix du livre est de 18 € aux éditions Première Partie.
Je vous rappelle que nous avons choisi de faire ce JT au plus proche des Lozériens, un journal télévisé bimensuel et itinérant. Je vous remercie de nous avoir suivis. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à commenter, liker et partager ce journal. Vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi 9 mai, à Lire en Lozère.